Il n'a que des raisons de s'insurger contre le projet de réforme constitutionnelle du gouvernement français. Député des Français de l'étranger, Sergio Coronado sait que 50% de ses électeurs sont des binationaux. Comment prennent-ils le débat sur la fameuse déchéance de la nationalité? Il y a aussi un facteur aggravant. Cet élu d'Amérique latine et des Caraïbes vient de régions qui ont encore le souvenir des dictatures des années 70. Bonsoir Sergio Coronado. Bonsoir. Merci d'être avec nous Sergio Coronado. Merci de votre invitation et meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous également. Vous êtes député des Français de l'étranger pour la région, je l'ai dit, Amérique latine et Caraïbes. Vous avez passé justement la fin de l'année 2015 en Amérique du Sud. Comment les Français d'origine étrangère qui vivent dans votre circonscription vivent-ils ce débat sur la déchéance de la nationalité ? D'abord, ils ont été profondément marqués par les attentats, comme l'ensemble de nos concitoyens. Ils ont manifesté leur solidarité avec l'Hexagone, en fait, au cours de cérémonies qui ont été organisées par les postes diplomatiques, autour des consulats, des alliances françaises, des lycées français établis à l'étranger. Et puis, ils ont vu poindre ce débat, finalement, qui les inquiète, à juste titre, qui les désigne, en fait, un peu à la suspicion générale. Vous l'avez dit, parmi l'ensemble des électeurs de la circonscription, qui sont tous évidemment français, il y a 67% d'entre eux qui ont une autre nationalité, en raison de l'histoire, des choix d'installation dans certains pays, du fait d'histoire familiale. Ils sont nés de mariages mixtes entre des Français et des nationaux. Et donc, ce débat sur la binationalité, comme l'on dit, même si c'est un débat un peu abstrait au départ, les concerne directement puisqu'ils bénéficient, dans la plupart des cas, d'une nationalité autre que celle que la française, en fait. Et c'est d'ailleurs votre cas, puisque vous êtes vous-même député de la République française et binational, chilien et français, oui, si on peut dire. Oui, c'est pas tout à fait le même débat, puisque moi, je peux être déchu dès aujourd'hui de ma nationalité, parce que je suis français par naturalisation. Ouais. On parle en fait, et dans le cadre précis de la réforme constitutionnelle, de citoyens nés français ayant une autre nationalité. La chose n'est pas tout à fait la même. Et vous dites d'ailleurs que c'est honteux et que ça vous met en colère. Pourquoi ? Je pense d'abord, comme l'a dit, et je me référerai non pas à une figure de la gauche ou de la majorité parlementaire, mais je me référerai à un collègue de l'opposition, Patrick Devedjian, qui a pris position contre cette réforme et ce point précis de la proposition gouvernementale. C'est une mesure qui n'est en rien efficace dans la lutte contre le terrorisme. C'est une mesure qui stigmatise en fait plusieurs millions de nos concitoyens. C'est une mesure par ailleurs qui est une forme de clin d'œil pernicieux, dangereux à l'extrême droite. Je rappelle que c'est une demande très ancienne de l'extrême droite que de faire le tri entre Français. Il y aurait, d'après l'extrême droite, des vrais Français, ceux qui ne sont que Français, et puis des Français de papier, des gens qui en raison de l'histoire familiale, des choix faits au cours d'une vie d'installation à l'étranger, par exemple, de départ, de retour, et qui bénéficient d'une autre nationalité. Vous avez cité un membre de l'opposition française, je vais vous citer une ministre, Najat Vallaud-Belkacem, qui est en charge de l'enseignement et de l'éducation. Elle a elle-même la double nationalité, française et marocaine, et elle dit « Je ne me sens pas visée ». Ça vise les personnes condamnées pour terrorisme. Que lui dites-vous ? D'abord, que Najat Vallaud-Belkacem soit une des bonnes élèves du gouvernement et qu'elle pratique en permanence la langue de bois et qu'elle soit capable de défendre à peu près tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est une décision gouvernementale, il n'y a aucune surprise. Je rappelle que sur cette mesure, Manuel Valls, le président de la République lui-même, au moment où elle a émergé dans le débat public, au moment du discours de Grenoble, ce fameux discours du président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, ces responsables-là, et j'y inclus Madame la ministre de l'Éducation, avaient protesté très vigoureusement, avaient dénoncé la dérive de Nicolas Sarkozy, sa course effrénée derrière le Front National. Je vois simplement que entre le discours de Grenoble et aujourd'hui, ces gens-là ont changé non seulement d'avis, mais ont décidé, au fond, d'adopter les mêmes termes, les mêmes mots que celles et ceux qui avaient été employés par Nicolas Sarkozy et qu'il dénonçait à l'époque. Moi, je ne me sens pas visé non plus. Je rappelle simplement que faire un distinguo entre Français, ce n'est pas l'esprit de la République. Que la nation française, c'est une œuvre collective, qu'on n'est pas plus français
au moins français. Justement, Sergio Coronado, pour remettre tous les Français sur un pied d'égalité, est-ce que, comme certains le proposent à droite comme à gauche, vous êtes favorable à ce qu'on appelle la peine d'indignité qui met donc tout le monde sur un pied d'égalité? Nous avons, au cours de cette année, au sein de la Commission des lois, bataillé en effet contre les propositions de division, d'introduction dans le texte de loi de ces distinctions entre des Français n'ayant qu'une seule nationalité et les autres. Nous l'avons fait l'ensemble de la majorité. Et puis c'est vrai que le président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, a fait cette proposition d'indignité nationale. Je crois en effet que c'est une mesure qui pourrait s'adapter à la situation que nous vivons. Ce que je crois, c'est que la lutte contre les terroristes ne passe pas par des mesures de division, de stigmatisation, de discrimination. Cela passe par des efforts budgétaires, des efforts humains. Il faut donner les moyens humains à la gendarmerie, à la police, aux forces de renseignement. Cela passe aussi par une discussion franche sur les motivations de nos interventions à l'étranger, notamment, sur une meilleure coordination des services à l'échelle européenne. Cela ne passe pas par la division au sein de la nation française. Vous êtes né, monsieur le député, 3 ans avant le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Avec votre famille, vous avez dû quitter ce pays, direction l'Argentine, pays voisin du Chili. Ce sont des régions où toutes ces questions sont très sensibles, bien entendu. État d'urgence qui a souvent été le prélude à des dictatures. Vous allez comprendre vers où je veux en venir. On a le sentiment que cette question importante de la déchéance de la nationalité éclipse totalement l'état d'urgence et ses conséquences. Il y a par exemple en France certains écologistes qui doivent pointer au commissariat aujourd'hui, depuis les attentats commis en France, alors qu'ils ont un casier judiciaire vierge. C'est quelque chose, l'état d'urgence, qui pourrait être inscrit dans la Constitution française. Je rappelle que je fais partie des 6 parlementaires qui ont voté contre la prolongation à 3 mois de l'état d'urgence. Que dans une situation dramatique comme celle que nous avons vécue le 13 novembre, l'État puisse, et la loi lui octroie cette possibilité, décréter un état d'urgence de 12 jours, moi je n'y vois pas d'inconvénient. En revanche, que le gouvernement décide de le prolonger à 3 mois, j'y vois une forte inquiétude, en tout cas. Mais l'argument a ses limites, mais il se dit que selon toutes les études, 90% des Français seraient pour, en tout cas, la déchéance de la nationalité, mais la grande majorité serait pour aussi. Pourquoi c'est dangereux, selon vous? Vous pensez qu'on ne perçoit pas souvent les risques et les dangers que ça pourrait engendrer? Je pense que quand on est dans une situation d'une très grande émotion, et c'est une émotion légitime après les attentats que celle qui a été exprimée par le peuple français, on peut être tenté en effet de se contenter de dire que ces mesures-là sont nécessaires. Ce que l'on sait en effet, c'est que les 3000 perquisitions administratives, donc sans intervention du juge judiciaire, qui ont eu lieu sous état d'urgence, n'ont pas donné lieu à l'ouverture d'enquêtes judiciaires en matière terroriste. C'est-à-dire que toutes ces perquisitions n'ont pas donné le fruit escompté. Ce que je crois dangereux par ailleurs, c'est de considérer que l'état de droit est un empêcheur de tourner en rond, c'est un obstacle à la lutte contre les terroristes. Je ne crois pas cela. Je crois que depuis 20 ans, la somme des textes que nous avons adoptés en matière de lutte antiterroriste permet aujourd'hui aux forces de l'ordre, à la gendarmerie, au renseignement de mener à bien leur mission. Je crois en effet, comme je l'ai dit, que ce dont nous avons besoin, ce sont de moyens humains, de moyens matériels, de moyens militaires pour mener à bien cette opération de contre-offensive contre les forces terroristes, mais que la suspension de nos libertés constitutionnelles n'apporte rien. Vous pensez que c'est une victoire des terroristes, justement, ça? Interdiction de manifester, contrôle pour certains militants, même écologistes. Ce que je constate, je vais vous le dire très franchement, c'est que, au fond, le gouvernement s'est servi de l'état d'urgence, non pas pour lutter plus efficacement contre les terroristes, mais pour s'attaquer à des syndicalistes, à des responsables associatifs qui ne sont en rien liés au mouvement terroriste. Il s'agit d'écologistes, il s'agit de syndicalistes, et je crois en effet que les dérives, dans ce cas, sont extrêmement pernicieuses pour l'état de droit. Alors vous êtes donc basé en Amérique latine et aux Caraïbes, puisque vous êtes élu de cette région de la planète. J'aimerais vous montrer la une du quotidien français Libération, monsieur le député. C'était hier, ça ne vous a sans doute pas échappé, puisqu'il y a des membres de votre courant, Europe Écologie Les Verts, qui appellent avec des intellectuels, notamment avec Thomas Piketty, aussi économiste de renom. Vous le voyez, à une primaire à gauche. Quelle est votre position? Primaire, bien entendu, à gauche pour la présidentielle de 2017. Ce que je constate, en fait, c'est que les appels à des primaires
à gauche de la gauche, à des primaires des écologistes, à des primaires de la gauche et des écologistes se multiplient. Ce que je crois, c'est que nous sommes un peu gangrenés, à gauche et à droite d'ailleurs, par l'obsession présidentielle. Ce que je crois, en effet, et je crois que parfois la frustration, le mécontentement des électeurs, et notamment ceux de François Hollande, elle vient du manque de projets, du manque d'objectifs, du manque d'idées neuves. Et que le débat qui m'intéresse, moi, c'est celui-là. Moi, j'ai rien contre. Je pense que c'est une initiative utile. En revanche, je crois qu'en effet, on est victime un peu de cette obsession-là. On pense que tous les 5 ans, le fait de voter pour un homme, rarement pour une femme, comme vous le savez, va régler tous nos problèmes. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que la monarchie républicaine est à bout de souffle et que se complaire dans cette architecture-là institutionnelle, elle ne permet pas d'avancer, elle ne permet pas de régler les défis auxquels la France d'aujourd'hui est confrontée dans le cadre de la mondialisation. Moi, j'ai plutôt envie de discuter de ces thèmes-là, plutôt que de savoir à qui on va confier les clés pendant une durée de 5 ans sans avoir aucun moyen de peser sur la politique qu'il mènera ensuite. Ouais. Système à bout de souffle, donc dites-vous concrètement, que reprochez-vous au gouvernement de Manuel Valls et surtout à François Hollande qui avait tenu beaucoup de promesses? Si vous deviez nous donner ce soir quelques critiques sur cette politique qui vous déçoivent, quelles seraient-elles? Moi, je ne suis pas comptable et donc je ne vais pas rentrer dans un débat presque boutiquier, mesure après mesure. Je pense que la principale responsabilité, en tout cas celle qui me paraît la plus importante, la plus grave, quand on a été élu par un électorat de gauche, c'est d'avoir tué d'une certaine façon l'espoir. L'espoir d'un autre monde, d'un monde meilleur, d'une société apaisée, d'une société plus fraternelle. Je crois que cet espoir-là, cette lueur-là existait encore en début d'année 2015 et j'ai le souvenir des discours du président de la République après les attentats contre Charlie, et que cet espoir-là a laissé la place aujourd'hui à une position extrêmement martiale, à une militarisation du discours et du débat public. Et je crois que dans ce cadre-là, c'est une faute extrêmement lourde de la part du président de la République. En quelques mots, que faut-il faire, en tous les cas, un homme qui pourrait incarner cet espoir, encore une fois, sans tomber dans la politique politicienne et de 2017, mais pour relancer cet espoir, une femme, peut-être, vous disiez qu'il y avait trop d'hommes, une femme? Je ne sais pas si cet homme ou cette femme sera au rendez-vous de 2017. Ce que je crois profondément, et c'est une intime conviction, c'est que le peuple français est capable de faire vivre cet espoir. Sergio Coronado, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député des Français établis hors de France, en l'occurrence en Amérique latine et aux Caraïbes. Merci d'avoir été le grand témoin de 64 minutes.